L'actualité aujourd'hui au Sénégal intéresse en ce que le dialogue national a été ouvert, une occasion peut-être pour l'opposition et le pouvoir en place de s'entendre, de se parler, de dialoguer, comme cela a souvent été le cas. D'ailleurs, le président Macky Sall l'a rappelé, il s'agissait pour les deux parties, et plusieurs d'ailleurs, qui étaient présentes à cette ouverture du dialogue national, d'arriver à des consensus. Mais quel consensus? Ceux qui permettraient de protéger les institutions de l'État, qui permettrait également à la prospérité, bien entendu, de l'État, car à ce dialogue national, il n'y a pas que les questions électorales et les questions politiques qui sont posées, mais aussi la question économique. Durant ce dialogue qui a été lancé, ou alors cette cérémonie de lancement du dialogue national au Sénégal, plusieurs partis ont assisté, notamment l'opposition qui était représentée par le PDS ou encore Yewwi Askan Wi et puis la faction F24. Nous avons également les non-alignés, sans oublier la société civile, les associations de femmes et autres petites factions également qui représentent l'État et le peuple. Nous avons par exemple également constaté que plusieurs questions ont été évoquées et prévoient d'être évoquées. Dans le cadre de cette émission Regard panafricain, nous reviendrons sur les différentes paroles du président Macky Sall, mais également sur la question économique qui n'a peut-être pas échappé à certains d'entre nous. On parlera notamment de l'exploitation minière de ce côté-là, une question qui a été farouchement défendue par le président Macky Sall lors de son discours d'ouverture et de fermeture de ce lancement de dialogue national du côté de Dakar. Nous ferons également le tour d'autres questions dans le cadre de cette émission et nous sommes accompagnés de notre invité, l'illustre docteur Yam Timba. Il est analyste et chercheur. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Je vous le disais, le docteur Yam Timba est l'invité de cette émission Regard panafricain. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Madame Bégoudé et merci de m'avoir invité. Avec vous, nous parlons de l'actualité au Sénégal. Avant toute chose, déjà, quel regard a porté sur l'ouverture du dialogue national qui s'est tenu il y a de cela quelques jours, mais pas forcément l'ouverture uniquement, les paroles du président Macky Sall et celles de l'opposition qui était représentée et qui saluait d'ailleurs cette initiative du président Macky Sall. Écoutez, il faut préciser une ou deux choses au préalable. Ce dialogue n'est pas une initiative isolée, ni liée à la situation politique actuelle. C'est un dialogue, ce dialogue est une tradition. Il s'est déjà tenu en 2019, il s'est tenu en 2021, pour ne citer que ces dernières éditions. Donc c'est une tradition qui est liée, si vous voulez, à la culture sénégalaise et qui permet qu'à chaque fois qu'il y a, à chaque fois dans la vie d'une famille ou du pays ou d'un village, du pays, d'un royaume, les gens se réunissent régulièrement pour discuter de la situation du pays et envisager les correctifs éventuels qu'il faut pour que le pays se porte de mieux en mieux, le pays ou la famille se porte de mieux en mieux. Donc cette tradition-là a été respectée et je crois que c'est ce que saluaient tous les participants ce jour-là, qui avaient rempli la salle. Il n'y avait pas une seule place vide et c'était déjà un premier succès parce que ça montrait bien que les Sénégalais étaient disposés à discuter entre eux et que ceux qui ne voulaient pas discuter, qui n'avaient d'ailleurs pas répondu à l'appel, évidemment, regardaient certainement ailleurs qu'au Sénégal et c'est quelque chose qu'il faut noter. La deuxième remarque que je voudrais faire est que nous avons vu pendant cette période, disons tout au long de la cérémonie de l'ouverture du débat, nous avons vu un président qui discutait avec tout le monde, qui vannait des uns à gauche et recevait lui-même des piques à droite, et qui avait décidé, annoncer qu'aucune considération, aucun sujet ne serait tabou, et que tout le monde avait le droit de parler de tout, et il a été question de tout durant cette cérémonie. Toutes les composantes de la société ont pris la parole et chaque composante
présentait des thèmes de référence qu'il souhaitait, des sujets qu'elle souhaitait voir discuter pendant tout ce débat, et même des composantes qui étaient là. Certaines ont souhaité qu'il y ait des discussions sur les problématiques qui concernent d'autres acteurs qui n'étaient pas dans la salle. Et tout cela a été noté et tout cela a été pris en considération, le président estimant que le Sénégal est la propriété de tout le monde et que le rôle de l'État est simplement de s'assurer que cette propriété-là reste, si vous voulez, en bon état et puisse être transmise aux générations futures avec beaucoup de valeur ajoutée et dans une situation qui leur permette de s'épanouir au mieux. Et on rappelle que les partis de la majorité, Benno Bokk Yakaar par exemple, et le président de la République Macky Sall ont rappelé que les partis absents pouvaient encore rallier le dialogue national et participer à ces différents échanges. Bien sûr, pas seulement le rallier, ils n'étaient même pas obligés de revenir, mais ils pouvaient envoyer leurs préoccupations en disant « Voici un certain nombre de sujets que nous croyons suffisamment pertinent pour être porté à la connaissance de ce dialogue-là et que les commissions qui avaient été mises en place puissent en discuter. » Donc, il y a clairement, au-delà de la main tendue, il y a une ouverture. Il y a une politique d'ouverture qui dit qu'il n'y a pas une seule personne qui doit dire ce qui doit être fait. D'ailleurs, il n'y avait pas de thème de référence. Oui. Le président, beaucoup le lui ont reproché en lui disant « mais il fallait nous dire de quoi on allait discuter, quelle est la feuille de route, quelles sont les thématiques. » Le président a dit « non, j'aurais pu vous envoyer cela, mais je préfère que chacun d'entre vous nous dise ce qui lui tient à cœur et dont il aimerait que nous discutions tous ensemble. » Donc, les sujets de tous les groupes ont été recueillis, les partis politiques, les hommes d'affaires, secteur privé, les jeunes, les femmes, les artistes, l'opposition, la majorité, les religieux, tout le monde. Il y avait toutes les composantes et les secteurs privés, tous ceux qui voulaient parler ont eu le droit à la parole. Et dans certains secteurs, il y a eu plusieurs intervenants d'ailleurs. Pas seulement, pas chez les politiques. L'opposition et la majorité ont eu le même nombre d'intervenants. Et il y a eu le secteur... Les non-alignés, par exemple, qui sont toujours des politiques, mais qui ne prennent pas position pour l'une ou l'autre faction. La société civile était là, le secteur privé était là, les jeunes étaient là, les femmes étaient là, les artistes étaient là, les religieux étaient là. Oui. Tout le monde a eu droit à la parole pour dire « j'aimerais qu'on parle de telle chose, j'aimerais qu'on parle... » Et tout ça a été noté et a été... sera réparti entre les différentes commissions qui ont été annoncées et qui devront pendant 15 jours faire le travail qu'ils ont à faire. Mais je précise 2 ou 3 choses. Allez-y. Le dialogue national n'est pas une mise entre parenthèses de la Constitution. Le dialogue national n'est pas une suspension des institutions. Le dialogue national, c'est un cadre d'échange pour faire des propositions qui vont améliorer la vie nationale. Ce n'est pas du tout que les propositions qui sont faites sont au-dessus des lois. Non, pas du tout mettre en suspens les lois, non. Mais on a vu par exemple en 2019 que les recommandations du dialogue national ont permis d'améliorer le code électoral, ce qui a été apprécié et accepté par tout le monde. Donc il y a là un cadre, je crois, dont nous devrions nous inspirer et qui nous rappelle une valeur africaine, la palabre africaine. Oui. On se réunit toujours pour discuter, pour améliorer le cadre du vivre ensemble dans l'environnement dans lequel on se trouve. Merci Dr Yam Timba pour cette première prise de parole. On rappelle que durant son allocution, le président Macky Sall, après être revenu sur la mise sur pied des collectivités territoriales pour le bon fonctionnement de la décentralisation par exemple, la réforme du code électoral dont vous parliez tout à l'heure, ça fait partie des résolutions de 2019. Après avoir parlé de tout cela, il a rappelé que l'état de liberté est où certains oublieraient peut-être de poser des actes responsables ou d'assumer leurs responsabilités. Du moins que ce n'est pas le cas. Et des paroles qui sonnaient comme une sorte de gong pour appeler quand même à la reconnaissance de la justice sur le territoire sénégalais, pour dire que ce n'est pas parce que c'est un État libre
qu'on devrait agir sans penser aux conséquences ou alors à nos responsabilités? C'est justement parce qu'il est libre qu'il faut penser aux conséquences. La liberté qu'on se donne est dans le cadre politique, dans l'espace politique. Oui. La liberté qu'on se donne, il faut s'imaginer que d'autres se la donnent. Si nous laissons les libertés se donner de façon désordonnée, il n'y aura plus de limites et nous allons reconstituer le chaos. Avons-nous besoin de construire un état de chaos alors que notre objectif était que chacun soit libre? Non. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui arrête la liberté de chacun au niveau qu'on appelle raisonnable. Et ce niveau raisonnable, ça s'appelle la Constitution. Ça s'appelle la loi. Ce niveau raisonnable, ça s'appelle la loi qui s'instrumente, qui s'opérationnalise, soit par la justice, soit par les règlements exécutifs, c'est-à-dire par l'administration. Il faudrait qu'on comprenne que le président, moi ce que j'ai retenu de cette ouverture du dialogue, ce qu'il disait, si on empêche qui que ce soit de parler, c'est un problème. Mais est-ce qu'il faut que les paroles des uns et des autres créent, il a prononcé le mot, les discours haineux, soit des discours haineux, soit des discours de violence. Sur la partie discours haineux, je me suis dit, le président doit régler ça parce que c'est à lui de s'assurer qu'il n'y ait pas de discours haineux. Oui. Et sur la question du discours violent, je pense qu'effectivement, la violence de chacun ne peut pas être contrôlée par le président. Comment le président contrôle-t-il le discours haineux? Il le contrôle par la qualité de vie. Évidemment, beaucoup de gens ont du mal à imaginer que le Sénégal vient de très loin. Ce pays-là, il y a 10 ou 12 ans, c'était un pays où il y avait le mal de vivre. Aujourd'hui, le Sénégal est en pleine mutation. Il est en plein changement. Les performances économiques sont extraordinaires. Et enviées par toute l'Afrique et par beaucoup de pays dans le monde à travers la méthodologie qui a permis qu'on y arrive. Et je pense qu'il faut que le président maintienne cette option-là, maintienne ce cap-là, pour que les Sénégalais de plus en plus voient et apprécient leur qualité de vie et que cette qualité de vie-là puisse leur permettre encore davantage de se sentir plus proches les uns des autres. Donc, il est important aujourd'hui de continuer à faire ce travail. Je crois que le président est sur une bonne voie parce que le Sénégal a beaucoup changé sur le plan économique. Et le discours de la violence, par contre, c'est le travail de tous les politiques. Et là, le président, tout ce qu'il a à faire en tant que président de la République, c'est d'utiliser la force de la loi pour s'assurer que la violence reste le privilège de l'État. Parce que dans un État, la violence physique légitime, la violence est le monopole de l'État. Il n'y a pas, dans le cadre d'un État, la violence qui devient le fief ou la propriété de quelques groupes ou de quelques individus. Ça n'existe pas dans un État. Dans un État organisé, c'est le monopole de l'État. Et l'État ne l'utilise que pour s'assurer que la liberté de chacun est arrêtée par la liberté de l'autre de manière policée et courtoise. Aujourd'hui, Dr Yamtimba, on peut dire que le Sénégal est fier et devrait être fier des acquis démocratiques qu'il a sur son territoire. Mais il faut aussi rappeler que le président a prescrit une démarche. C'était de mener des concertations qui aboutiront à des consensus sur le code électoral, les droits civiques et même politiques, ainsi que sur le processus électoral. On parlait d'un dialogue sans tabou. Ça pose facilement les jalons d'un dialogue sans tabou. Je veux dire que le dialogue, il est sans tabou. Puisqu'il a laissé tout le monde, il a dit, c'est pas lui qui préside le dialogue. Il a présidé la cérémonie d'ouverture, mais ce n'est pas lui qui présidera le dialogue. C'est quelqu'un d'autre qui présidera le dialogue. Et cette personne n'est pas forcément réputée pour avoir été tendre dans le passé qu'on a avec le président. Il a plutôt été très dur avec lui. Donc c'est M. Moustapha Niasse qui va présider le dialogue. Et lui, le président, son rôle est de recevoir les conclusions du dialogue et de les opérationnaliser
comme il l'a fait avec les précédents dialogues. La modification du code électoral n'est pas arrivée, n'est pas survenue parce que c'était par hasard. Ça fait partie des résolutions du dialogue. Et aujourd'hui, ce que le président disait, c'était d'amener les Sénégalais à comprendre que ce dialogue-là est l'opportunité pour chacun de s'exprimer ouvertement. Tout le monde n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Tout le monde n'est pas membre du Conseil économique et social. Tout le monde n'est pas président de partis politiques ou représenté dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux. Tout le monde n'est pas nécessairement un membre important de la société civile. Par contre, dans le cadre de ce dialogue, tout le monde a droit à la parole. Et pendant les plénières, tous les participants auront le droit de poser des questions et de faire des suggestions. Donc, c'est l'opportunité pour tout le monde de venir s'exprimer sur les questions de la nation. Le travail qui se fait à l'Assemblée nationale ne remplace pas le débat et ne remplace pas le dialogue national. Le dialogue national ne remplace pas l'Assemblée nationale. Oui. Par contre, il peut y avoir un enrichissement du travail de l'Assemblée nationale par le dialogue national. Vous avez des représentants qui ont un certain nombre de sessions dans l'année et qui doivent discuter, qui doivent faire des lois. Mais il est fort possible que ces représentants n'aient pas la science infuse. Le dialogue national multiplie donc les sources de la science, les sources de propositions pour alimenter le débat de l'Assemblée nationale. Et cela va permettre donc que la représentation nationale ait si vous voulez, des débats beaucoup plus denses, beaucoup plus riches, beaucoup plus inclusifs, qui tiennent compte de la vie de la plus grande majorité possible. Et là, ça amène donc la représentation nationale à ne pas rester focalisée sur ses seuls intérêts, mais sur les intérêts du public et du pays tout entier. C'est ça qui fait que ce dialogue national est une opportunité extrêmement importante qu'il ne faut pas louper, est une opportunité intéressante à laquelle il faut participer. Et c'est d'autant plus sans tabou et ouvert que le président dit, si vous n'avez pas été présent à la cérémonie d'ouverture, vous pouvez envoyer vos problèmes, vos questions. Vous pouvez vous rejoindre des commissions qui existent en venant simplement vous inscrire, en envoyant simplement vos noms, les listes en fonction des commissions qui vous intéressent au président, au coordonnateur du dialogue. Vous lui envoyez, non, nous voulons faire partie de telle commission, telle commission, telle commission. Voici des thèmes, ce que nous ajoutons au terme des références, et voici nos propositions. Je pense que c'est très ouvert et c'est très amical aussi. Durant cette cérémonie d'ouverture, on a retenu quelques paroles du président Macky Sall qui nous intéressent énormément. Je cite par exemple, « C'est mon devoir de protéger la République, ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités dans la nation ». Fin de citation. Dans quel prisme inscrire ces paroles du président Macky Sall? Simplement, c'est les paroles d'un chef d'État. C'est les paroles d'un chef d'État qui doit protéger son pays, qui doit protéger la République, qui doit protéger le peuple. Ce sont aussi les paroles d'un homme qui a de l'expérience, parce qu'il sait comment il est arrivé au pouvoir. Et il sait que certains seraient tentés de reprendre cette expérience, de s'inspirer de cette expérience. Mais attention, est-ce que le contexte est encore le même? Est-ce que lui, à son époque, s'était attaqué à la République? Est-ce qu'il s'était attaqué à l'État ou s'était-il attaqué plutôt aux hommes politiques? S'il s'était attaqué à certains hommes politiques, s'il s'était attaqué à une certaine façon de faire la politique, ne s'est-il pas... À l'époque, on sait qu'il ne s'était pas attaqué à l'État. Il n'avait pas insulté les magistrats, il n'avait pas insulté les militaires, il n'avait pas insulté l'armée. Il n'avait pas essayé d'instrumentaliser quelque chose qui relevait de sa vie privée. Il y a donc là un contexte différent. Et la différence de contexte est telle que lui, en tant que chef d'État, doit protéger la République. Il n'a pas dit qu'il va protéger une certaine façon de faire la politique. Il n'a pas dit qu'il va protéger sa présidence. Il n'a pas dit qu'il va protéger son parti politique. Il a dit qu'il va protéger la République. Or, la République, c'est quoi? C'est nous tous. C'est tout le monde. C'est tous les Sénégalais. C'est le fait que chaque Sénégalais a le droit de vaquer à ses occupations librement. C'est le fait que chaque Sénégalais a le droit de gagner sa vie en travaillant normalement. C'est le fait que le boutiquier de Pikine
ou celui de Cœur Gorgui ou de Cœur Massa ou de Diamniadio doit pouvoir gagner sa vie normalement. C'est le fait que celui qui part de Tabakunda à Thiès ou de Bourg à Ziguinchor doit pouvoir s'y rendre en toute liberté et en toute sécurité, sans craindre qu'il y ait d'autres Sénégalais qui l'empêchent de le faire. Voilà la République. La République, ce n'est pas la défense de la majorité présidentielle, ce n'est pas la défense de l'opposition, ce n'est pas la défense des non-alignés, ce n'est pas la défense d'un groupe. C'est la défense de la liberté de chacun de s'exprimer, de se mouvoir et d'accomplir ses tâches quotidiennes, de mener ses activités librement et en toute sécurité. Il ne faut donc pas qu'il y ait qui que ce soit qui vienne entraver cette liberté et ce droit constitutionnel de chacun de pouvoir sortir le matin, aller gagner son pain quotidien, de pouvoir dire ce qu'il pense de son pays librement. Et en bon légaliste, le président Macky Sall est là en train de rappeler tout simplement le respect de la loi, le respect des institutions. D'ailleurs, docteur Yamtimba, lorsqu'on écoute ces déclarations et qu'on les situe dans le contexte actuel, on comprend facilement la démarche. Mais cette démarche, bien sûr, parce qu'il fonctionne comme ça. C'est très étrange parce que... je vais vous dire quelque chose. Oui. Le Macky Sall que les gens voyaient il y a 10-12 ans, je crois qu'il a beaucoup changé. Il a mué, il a évolué vers quelqu'un de plus... ouvert? Non, le terme, c'est pas le bon terme. Il a mué vers quelqu'un de plus conscient. Okay. De plus conscient de la souveraineté de son peuple et du fait que la souveraineté d'un peuple se fonde sur la loi, sur le respect de la loi par ses citoyens. Vous ne pouvez pas être un peuple souverain si les membres de ce peuple-là ne respectent pas la loi. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il est une personne qui, déjà avoir fait la loi lui-même, puisqu'il a été président à l'Assemblée nationale, comprend la nécessité de respecter la loi. Mais la loi, à quoi sert-elle? Est-ce que la loi sert des individus, doit servir des individus, des groupes? La loi doit-elle servir des intérêts étrangers? La loi doit servir les Sénégalais. Une loi qui ne sert pas les Sénégalais, une loi qui ne protège pas les Sénégalais, une loi qui ne protège pas les libertés des Sénégalais et qui ne protège pas le droit de tous les Sénégalais, n'est pas une bonne loi. Or, une loi qui va dire voici ce qui existe et qui doit être respecté par tous est le premier pas pour que tous les citoyens se respectent entre eux. Ce président-là a pris la peine de dire sur une question qui est revenue plusieurs fois pendant le dialogue national, parce qu'il était sans tabou. Chacun pouvait dire ce qu'il veut. Et on a vu tout le monde lui parler de troisième mandat. Oui. Et lui, il disait, le troisième mandat, malheureusement, ce n'est pas moi qui en décide. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi il disait ce n'est pas moi qui en décide, mais à la fin, il leur a dit, je ne peux pas en décider parce que c'est la loi qui en décide. Je ne peux pas décider qu'il y a troisième mandat si la loi ne le dit pas. Il faudrait encore que ceux qui disent qu'il y a troisième mandat se fondent sur la loi pour parler d'un troisième mandat. Donc, on a vu le maire de Dakar, on a vu le PASTEF, on a vu et toute sa coalition, on a vu un certain nombre d'anciens premiers ministres qui ont écrit pour dire qu'il y avait un troisième mandat. Est-ce que la loi actuellement au Sénégal dit qu'il y a un troisième mandat? Est-ce que la loi au Sénégal aujourd'hui dit que le président actuel, si jamais il restait au pouvoir ou se présentait aux élections de 2024, ce serait pour un troisième mandat? Je crois qu'il y a quelque chose qui est passé inaperçu de beaucoup de gens, et pas seulement des étrangers, mais également de beaucoup de Sénégalais. C'est un certain nombre de décisions et de réponses de la du Conseil constitutionnel sur un certain nombre de questions qui n'étaient pas directement liées à la question principale de dire troisième mandat, mais qui étaient liées à une modification constitutionnelle qui a eu lieu en 2016 et que tout le monde a accepté. Vous parlez du quinquennat.
Je parle de ce passage entre effectivement les 7 ans et les 5 ans. Oui. Le problème, il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, en France, on est passé de 7 ans à 5 ans. Ça n'a pas donné à Chirac le droit de se présenter après 2012, je crois, 2012 ou 2002, je ne sais plus. Oui. Voilà. Sauf que le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que la France fait qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit. Oui. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, et je rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours, le Conseil constitutionnel a dit que le mandat de 7 ans était intangible et donc que les 5 premières années étaient un premier quinquennat. Or, ce même Conseil, dans cette même décision, n'a jamais dit que les mandats pouvaient désormais être illimités. Mais il a dit les 5 premières années étaient le premier quinquennat. Ça veut dire que si le président veut se représenter en 2024, il peut se représenter, mais il ne pourra pas se représenter après 2029. Oui. Parce qu'il n'aura droit qu'à 2 quinquennats. Donc, constitutionnellement, la question que tout le monde pose, à savoir le 3e mandat, est faux. Elle est fausse. C'est-à-dire que, je vais dire, la question que l'on pose part d'un principe faux. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc, c'est une question fausse. En réalité, il n'y a pas de 3e mandat au Sénégal. Il y a un mandat intangible de 7 ans et il y a un premier quinquennat de 5 ans qui est en cours et qui s'achève en février 2024. Sauf que la question juridique, la question de la loi, sur le plan de la loi, est réglée, est évacuée. Le président a d'ailleurs pris la peine en 2020 de saisir le même Conseil constitutionnel par écrit pour leur demander s'ils confirmaient effectivement ce qu'on comprend à la lecture de la modification constitutionnelle, de sa décision subséquente à la modification constitutionnelle de 2016, à savoir que lui, il a la possibilité de se représenter en 2024. Il a reçu une réponse de la du Conseil constitutionnel qui lui permet effectivement de se présenter aux élections, d'être candidat aux élections présidentielles de 2024. Oui. Ça, c'est la partie purement légale. Il peut y avoir tous les débats qu'on veut. C'est ça que dit le Conseil constitutionnel. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas rentrer dans les débats juridiques. Oui. Je constate simplement que les juristes sénégalais ont accepté, le législateur aussi l'a confirmé, l'a consolidé dans la loi, et qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Non. Et que le président a consulté le Conseil constitutionnel, pour modifier la Constitution en 2016, et que cette modification est passée par l'Assemblée, a été acceptée par tout le monde, et qu'en 2020, il a consulté ce Conseil par précaution pour qu'il ait l'assurance que si jamais il se déclarait candidat en 2024, il serait dans le respect de la loi, il serait dans la légalité. Donc nous avons là un président qui est dans la légalité dans son pays. L'autre chose qu'on peut dire aujourd'hui, la question peut se poser sur le plan politique. C'est pour ça lors du lancement du débat, il a dit, on peut me le demander courtoisement, mais on ne peut pas me l'imposer parce que légalement, au fond, j'ai raison. Légalement, je peux me représenter. Oui. Mais si vous venez me le demander par la force, vous m'arrachez mon droit. En fait, le présupposé légal qu'il posait n'a pas été bien compris par la plupart des gens et ils sont restés sur la question de la violence. Ce que moi j'avais compris, c'est qu'il disait, j'ai le droit. Donc si vous le faites par la violence, vous m'enlevez mon droit alors que moi je ne vous enlève pas le vôtre. C'est mon droit constitutionnel de pouvoir être candidat en 2024. Vous avez le droit de voter, de vous présenter et de compétir contre moi et on verra qui le peuple va élire. Et ça m'amène donc à l'autre point que je voulais soulever, à savoir que si les gens sont capables de mobiliser le peuple, ont la maîtrise du peuple, il me semble que les choses sont beaucoup plus faciles. Vous mobilisez le peuple, en 2024, vous battez Macky Sall à plate couture, et il rentre, la queue entre les jambes, il rentre dans son village. Aussi simple que ça. Si vous craignez de le battre et que vous allez mobiliser la rue, il n'y a qu'un problème. Le problème, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, il a mobilisé, parce que les gens disent, oui, mais en 2011, il a mobilisé la rue. Mais il a battu
Lui, il a battu celui qui s'est présenté aux élections contre lui. Je pense que là, on est sur les points juridiques, etc. Mais la question, l'enjeu du Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas ça, en fait. L'enjeu du Sénégal est ailleurs. Je refuse de croire que l'intelligentsia sénégalaise, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'estime. Mais pas seulement. C'est la patrie de Cheikh Anta Diop. Mais si les gens ne peuvent pas comprendre que le Sénégal, c'est la patrie de Cheikh Anta Diop, et que sur le plan intellectuel, ces gars-là, ils sont extraordinaires et phénoménaux, mais c'est de type exceptionnel. Donc, je refuse de croire qu'ils n'ont pas lu le Conseil, que les décisions du Conseil constitutionnel et que... Ou alors ils n'ont pas compris. Non, ils ont très bien lu, ils ont très bien compris. Ces gens-là sont extraordinaires, sont intellectuellement très bons. Je crois que l'enjeu est ailleurs. Le vrai problème du Sénégal n'est pas celui-là. Il est ailleurs. Et le vrai problème du Sénégal, c'est en réalité, soit le Sénégal va devenir le Qatar de l'Afrique de l'Ouest, soit le Sénégal va rester une républiquette comme le Gabon, avec toutes les ressources en hydrocarbures qui s'y trouvent. En fait, la bagarre est entre qui veut manger et qui on croit qu'il a mangé. La bagarre est entre qui veut contrôler ces ressources-là et peut donc se permettre d'instrumentaliser une certaine opposition et qui veut sécuriser ces ressources-là pour s'assurer que le peuple sénégalais vive mieux demain. Il n'y a qu'à voir le fait que celui qui veut sécuriser ces ressources-là s'est arrangé pour que le niveau de vie des Sénégalais explose littéralement entre 2012 et aujourd'hui. C'est ça le vrai enjeu. Et on sait aujourd'hui que certains anciens présidents des pays du G7 qui sont coupés du gaz russe et du pétrole russe, que certains anciens présidents donc du G7 ont fait le déplacement à Dakar pour lui demander de partir parce qu'eux, ils ont besoin de ce pétrole et de ce gaz-là. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, chaque fois que vous voyez les Français soutenir quelqu'un, soupçonnez-le. Sérieusement, soupçonnez-le. Quand vous voyez des gens soutenus par les Français demander les interventions étrangères dans leur pays, soupçonnez-les. Parce qu'aucun nationaliste, dans une autre émission, je vous disais que, dans une autre émission, je vous disais que quand vous voyez un président appeler la CPI, appeler l'ONU, appeler l'intervention des forces étrangères, c'est qu'il y a un gros problème. Il a du mal soit à gérer son pays, soit qu'il a du mal à percevoir le danger auquel il fait face. Lorsque vous voyez que c'est une opposition qu'il fait, faites très attention. Au Cameroun, on a vu des opposants appeler l'ONU, les forces internationales, telles que la France, etc., venir en Afrique. Et on sait quels intérêts ces opposants-là servent réellement. Donc, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et que vous constatez que le président actuel estime que le pétrole et le gaz sénégalais doivent revenir au Sénégal et qu'il veut corriger les erreurs par rapport à tout ce qui s'est passé avec Total et tout le reste il y a quelques années, vous comprenez qu'on ne le laissera pas tranquille. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Ali Bongo dès qu'il a ouvert la bouche sur l'exploitation du pétrole au Gabon. Lorsque, comment il s'appelait, le professeur qui était président au Congo, qui a été démis, Lissouba, lorsque le professeur Lissouba a voulu réorganiser la gestion du pétrole au Congo, il a été un coup d'État. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, depuis la fin des années 90, jusqu'aujourd'hui, la ville de Pointe-Noire n'est pas encore totalement reliée à Brazzaville, à cause de cette guerre-là. Donc, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Est-ce que le Sénégal est vraiment le pays dans lequel on a un président qui est devenu fou? Ou le Sénégal est un pays où, en fait, vous avez des gens qui aspirent effectivement au pouvoir, c'est leur droit, mais qui ont des soutiens plutôt bizarres qui n'ont pas forcément en tête l'intérêt des Sénégalais. Lorsqu'on vous dit, par exemple au Sénégal, qu'une seule personne aurait une hypothèque sur sa maison à 9 milliards dans un quartier populaire, commencez à vous poser la question d'où vient l'argent. Suivez l'argent et vous saurez ce qui se passe. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui n'a pas besoin de ça. Le Sénégal est un pays qui a besoin d'aller... Vous avez parlé des acquis démocratiques. De suivre les acquis démocratiques, c'est d'abord et entre autres choses respecter ce que dit le Conseil constitutionnel de votre pays. Et donc, de
respecter ce que dit leur Conseil constitutionnel, d'aller aux élections, de mobiliser le maximum de gens pour battre Macky Sall à plate couture. Mais si les gens se laissent instrumentaliser, comme cela se laisse voir depuis un certain temps, il y a un problème. Il n'y a personne dans le monde qui va comprendre que lorsque vous avez des problèmes privés, des problèmes judiciaires privés, que ces problèmes judiciaires privés deviennent une question politique. Oui. Ça veut dire qu'il y a un gros souci dans ce pays-là. Il y a un gros souci dans la perception et la démarche de ce qui fonctionne de cette façon-là. Si on vous crée des problèmes de droit commun, à ce moment-là, c'est inacceptable. Mais si les problèmes sont arrivés du fait de votre propre comportement, vous ne pouvez pas à l'après les mettre sur la place publique et estimer que ces problèmes-là, que votre position ou vos ambitions politiques vous dispensent de répondre à la justice. Oui. Et je crois que c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue national aurait pu permis de désamorcer beaucoup de choses. Mais certaines personnes ont cru que le dialogue national n'avait pas d'importance et c'était dommage. Parce que ce dialogue n'était pas le dialogue du président Macky Sall. Ce dialogue était le dialogue de tous les Sénégalais. Et ce n'était pas un dialogue électoral. Pas du tout. Voilà. Merci Dr Yamtimba. On revient sur les paroles du président sénégalais Macky Sall qui a démontré lors de cette ouverture du dialogue national dans ses propos qu'il était pour une exploitation respectueuse, inclusive et transparente des ressources naturelles, des ressources minières. Et il a d'ailleurs annoncé un nouveau dispositif de protection de ces différentes ressources au sein des forces de défense et de sécurité dans le but d'améliorer la veille sur ces ressources-là, en mentionnant qu'il pourrait y avoir des tentatives de déstabilisation, qu'il pourrait y avoir des pillages et toutes ces choses-là. Quelle analyse est-ce que vous faites déjà de prime abord de cette démarche du président Macky Sall? Je crois que c'est une démarche responsable. C'est une démarche responsable. Et cette démarche se voit pas seulement dans le dispositif juridique. Vous avez des pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, qui exploitent le pétrole depuis les années 60-70. Il n'y a même pas un institut du pétrole dans ces pays-là. Mais ce président a créé un institut du pétrole depuis 2017, avant même, 6 ans, avant qu'on ne commence l'exploitation du pétrole d'ici la fin de l'année. De tout ce qui est hydrocarbures d'ici la fin de l'année. C'est quelqu'un qui prévoit et qui estime que ce sont les Sénégalais qui doivent avoir le pouvoir d'achat que donne le pétrole. Parce que dans les autres pays, ce sont les étrangers qui ont le pouvoir d'achat ou alors ceux qui ont pu aller se former à l'étranger. Or, dans le secteur du pétrole, les emplois d'ingénieurs, de techniciens, de managers, de juristes sont des emplois qui donnent beaucoup d'argent, qui sont très bien payés. Lorsque vous avez un président qui anticipe et qui fait que les Sénégalais soient formés localement pour pouvoir occuper l'essentiel des emplois, non seulement à travers les protections dont vous avez parlé, mais à travers la loi sur le contenu local, à travers ce qu'il appelle le contenu local, vous comprenez que c'est un président qui veut que ces ressources-là profitent d'abord aux Sénégalais. Et justement, c'était un peu ça, les paroles du président, militant pour la parité, disons-le ainsi. Il a travaillé à ce que l'exploitation minière soit encadrée par la loi et que de facto, cette exploitation, ou du moins les produits exploités, appartiennent d'abord au peuple, avant toute personne. Ça me fait penser à une des émissions que nous avons eues une fois, vous et moi, vous parliez de l'économie démocratique, ou de la démocratie économique. De la démocratie économique. La démocratie économique. C'est exactement cela. Oui. C'est-à-dire que c'est fort dommage, mais je comprends que beaucoup de gens aient le visage du Macky Sall qui ne demande pas le départ de la base française, base militaire française de Dakar. Oui. Qu'ils aient le départ, l'image du Macky Sall qui ne demande pas la fin du franc CFA. Oui. Évidemment que ce sont des choses sur lesquelles le président devra, qu'il le veuille ou pas, que ses amis le lui conseillent, ne le lui conseillent pas, que ses amis et lui n'y pensent, ne pensent pas, qu'il y pense, qu'il n'y pense pas lui-même, il devra un jour ou l'autre. Oui, il devra un jour ou l'autre se prononcer là-dessus de la même manière que d'une manière ou d'une autre. Il devra se prononcer s'il va se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022, février 2024. Oui. C'est inévitable. Sauf que on peut le pousser à y aller, à devoir se prononcer rapidement, mais il reste quand même que on voit à travers tout ce qu'il est en train de mettre en place la construction d'une démocratie économique
contrairement au soutien que l'Occident a tendance à apporter aux Africains uniquement pour faire la démocratie électorale. Oui. Le fait que vous allez jeter un bulletin dans l'urne ne vous apporte pas immédiatement, ne vous apporte pas nécessairement la prospérité du pays. Mais lorsqu'on construit la démocratie économique, à savoir que le contenu local en termes d'emploi est réservé prioritairement aux locaux, en termes de marché est réservé prioritairement aux locaux, dans le cadre par exemple de ce qu'il appelle gas to power, c'est-à-dire il va s'assurer que le Sénégal soit autosuffisant en électricité, en transformant le gaz en électricité. Ah oui. Il estime que les projets dans ce sens-là, les licences dans ce sens-là de production, de transport, etc., les licences devront d'abord, en tout cas en ce qui concerne la production, les licences devront être prioritairement données aux promoteurs sénégalais et ou devront être données aux promoteurs qui ont des partenaires sénégalais. Quand vous allez dans la plupart des pays d'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA, vous n'entendez pas parler de ce genre de choses. Et ce contexte, gestion du contenu local est là pour donner ce qu'on appelle renforcer les capacités économiques et financières des Sénégalais. C'est ça la démocratie économique. C'est-à-dire permettre à tout le monde de satisfaire ses besoins. Et la satisfaction des besoins de tous passe par ce type de dispositif. On aurait pu aller beaucoup plus loin en disant, par exemple, que désormais, évidemment, les terres sur lesquelles les mines se trouvent, les propriétaires de ces terres pourraient avoir 15-20%, 20% au moins selon l'argumentation OADA, 20% au moins du capital de ces sites miniers, les sites portuaires, etc., les sites industriels, tous ces sites où se développe l'activité économique, permettant à ces populations de sortir presque instantanément de la misère. Je crois que c'est un peu ça qui est prévu parce que les actes s'étendent en tout cas jusqu'au partage des recettes émanant des hydrocarbures du pays avec les populations. Il va très loin, mais je dis on aurait pu aller beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des zones minières, c'est-à-dire que ça devait être l'apport en capital, c'est un apport de ces gens-là dans le capital de ces entreprises. Mais ça pourra arriver. Mais déjà, le partage des recettes, même avec les populations, ce n'est pas des choses courantes. Cette démocratie économique est une chose extrêmement importante. Le fait de déclamer 2 ou 3 choses ne dit pas forcément que vous êtes plus proche du peuple que les autres. Le fait que certains présidents changent, malheureusement, peut échapper à la plupart des gens. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a de très graves dissensions, par exemple, entre la France et le Sénégal, particulièrement au sujet de ces hydrocarbures-là. Parce que le président sénégalais actuel estime que s'il faut que ça profite à quelqu'un, ça doit d'abord être au Sénégalais lambda. Ce n'est pas nécessairement la même façon de voir que les autres. Vous avez par exemple les phosphates sénégalais, le port de Dadaï, qui va servir à l'exploitation de ces phosphates. Le président a prévu 300 hectares dans lesquels un site industriel où une grande partie sera transformée pour permettre aux Sénégalais d'avoir des engrais à bon prix et de pouvoir donc booster la production agricole locale. Il faut dire aux gens, par exemple, que le Sénégal, entre 2012 et 2022, est passé de 600 000 tonnes de production de riz, le riz se consomme beaucoup au Sénégal, à près de 2 millions de tonnes en 2022. C'est une progression extraordinaire de plus de 300%. Et ça, pourquoi? Pour que les Sénégalais puissent satisfaire leurs besoins et contrôler, maîtriser leur souveraineté alimentaire. Et ça a permis de donner du travail aux paysans et des revenus aux paysans. Je crois que cette façon de voir est largement au-delà des slogans, largement au-delà des déclamations, largement au-delà des grandes déclarations, mais se voit dans les actes qu'on a un président qui travaille pour son peuple. Je pense que c'est cela qu'il faut surtout voir chez les Africains. Aimer les gens. Faire du panafricanisme, c'est permettre aux Africains d'être puissants. C'est permettre aux Africains de pouvoir vivre. C'est ça faire le panafricanisme. Et je crois que même si lui, on ne peut pas forcément dire aujourd'hui que lui-même se déclare panafricaniste, les panafricanistes ont un certain intérêt à observer ce qu'ils font, ce qu'il fait. Parce que si tous les présidents africains avaient multiplié par 300, avaient fait 300% en 10 ans d'évolution de la production agricole dans leur pays, l'Afrique ne serait pas
n'aurait pas été obligé, ne se serait pas retrouvé dans une situation de difficulté alimentaire lorsque l'opération spéciale militaire russe a démarré en Ukraine. Et les pays africains ne seraient pas en train d'acheter du riz à tour de bras en Asie, ou du blé à tour de bras en Russie ou en Europe ou en Amérique, à tour de bras. Donc, il faut penser à tout cela et se dire que la démocratie économique est la chose la plus importante et que la démocratie électorale se vit mieux dans un contexte de démocratie économique. Parce que dans un contexte de démocratie économique, les gens ont la liberté de penser. Les gens ont la possibilité de construire par eux-mêmes un raisonnement et c'est cela qui leur permet de faire des choix éclairés. Donc, or, dans un contexte de pauvreté, ce n'est pas une chose qui est aisée. Et vous parlez là de l'aspect, nous parlons de cet aspect économique justement du côté du Sénégal. On revient donc sur l'amélioration des conditions de vie à Dakar. On revient également sur le PIB, vous avez souvent l'habitude de le rappeler. Ben oui. Oui, on revient sur toutes ces questions sur le plan économique et on peut dire que le bilan est réluisant. Bon, ma question en fait c'est, lorsque vous écoutez les discours, que ce soit des opposants ou encore des médias étrangers ou même des politiques étrangères, on parle de tout, mais sauf du bilan du président Macky Sall. Parce que ce serait quelque chose qui ferait que tout le monde applaudisse. D'abord, la question c'est comment il finance l'économie. Oui. Le président Macky Sall ne finance les investissements en allant chercher les fonds à l'extérieur. 15 000 milliards de francs CFA en 10 ans. 15 000. Dans les 15 000 milliards en 10 ans, moins de 10% ou à peu près 10%, entre 10 et 15% viennent des pays occidentaux. Oui. Le reste vient de la Chine, du Moyen-Orient, Qatar, Arabie Saoudite particulièrement, de Turquie, de Dubaï, etc. Ce sont ces pays-là fondamentalement qui financent l'économie du Sénégal. Et ils financent les infrastructures, ils ne financent pas le fonctionnement de l'État. Oui. Ils financent les infrastructures. Donc, au fond, aujourd'hui, lorsque vous regardez le Sénégal, c'est un pays qui a fait le choix, depuis, avec Macky Sall l'ingénieur, de s'assurer que le Sénégal va financer un certain nombre d'infrastructures de base dès le départ. Les routes, c'est aujourd'hui, je crois, l'un des réseaux autoroutiers les plus importants en Afrique. C'est de financer des aéroports. Ce pays a non seulement le grand nouvel aéroport international de Blaise Diagne, mais 4 autres aéroports régionaux de très bonne qualité qui sont des aéroports internationaux. Ce pays a aujourd'hui, quand vous le regardez, évidemment, tout le monde vous dira, oui, Dakar, c'est beau, mais c'est beau parce que c'est financé. Diamniadio se construit. Il y a des infrastructures partout, mais il y a des programmes qui ont permis aujourd'hui d'avoir de l'eau et de l'électricité dans pratiquement tous les villages. C'est l'un des rares pays en Afrique où vous êtes passé en 10 ans de 900 heures de délestage par an à moins de 24 heures par an. C'est tout simplement un rêve pour la plupart des pays africains. Oui. Moins de 24 heures de délestage par an, c'est tout simplement un rêve. Donc, le PIB du Sénégal, vous en parliez, c'est pas grand-chose. C'est 25 milliards de dollars, c'est à peine c'est à peu près 40% de la Côte d'Ivoire. Mais il reste que ce pays-là a réussi à faire des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Oui. Et le niveau économique, en fait, les infrastructures de base, avoir des routes, avoir des dessertes aériennes, construire des ports, développer l'agriculture, préparait en réalité l'exploitation des hydrocarbures. Le Sénégal a évité que sa population, en étant dans le niveau économique, par exemple, d'il y a 10 ans, se retrouve brutalement projeté dans le pétrole. C'est ça la malédiction du pétrole. Ouais. Or, les gens sont habitués aujourd'hui à faire de l'agriculture, à faire des TIC. Le Sénégal, c'est l'un des hubs de TIC les plus importants en Afrique de l'Ouest. Et à faire des TIC, à faire du BTP. Je rappelle que le Sénégal a confié les 200 premiers kilomètres d'autoroute de son pays à une société française. Aujourd'hui, le Sénégal a presque 528 kilomètres et sera à 900 kilomètres en 2030. C'est construit par des Sénégalais, par des entreprises sénégalaises. Ce n'est pas le genre de choses qui doivent
être apprécié par ceux qui veulent mettre la main sur les hydrocarbures du Sénégal. Oui. Le Sénégal, aujourd'hui, quand vous regardez, c'est, par exemple, le fait d'une compagnie aérienne repensée autrement, avec une école. C'est-à-dire que vous avez un président qui mise sur la formation. C'est l'une des rares écoles de l'air qui existe en Afrique et qui a quand même 17 avions qui vont servir à la formation des jeunes. Vous avez dans ce pays-là aujourd'hui beaucoup d'activités agricoles qui permettent au Sénégal, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Afrique où on utilise le franc CFA et parle le français, d'importer l'essentiel de leurs denrées de première nécessité. C'est produit au Sénégal, c'est le pays où vous allez trouver beaucoup de carottes, beaucoup de légumes, beaucoup de riz, etc. Oui. Et ça, c'est des choses notables. Seulement pour cette année, en dehors du budget de l'État, il y a 100 milliards de francs CFA qui seront mis dans l'agriculture pour soutenir l'agriculture, parce que l'objectif est de passer à plus de 2,5 millions de tonnes de riz qui permettront de couvrir la totalité des besoins et de pouvoir soutenir la demande de pays voisins comme Bissau, comme la Gambie, comme la Mauritanie, le Mali, etc. Oui. Donc, c'est très important de noter ce bilan économique extrêmement intéressant et de se demander pourquoi personne n'en parle. J'ai quand même retenu, lors de l'ouverture du dialogue national, qu'il y a quelqu'un qui en a parlé. Oui. C'était celui qui est arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, M. Idrissa Seck, qui lui a dit on a dit que vous m'auriez volé quelques voix en 2019, mais aujourd'hui, je suis prêt à vous en faire cadeau si j'en avais, compte tenu, au regard de votre bilan économique. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on sait qu'Idrissa Seck s'est même déjà positionné pour être candidat en 2024. Qu'il le dise en 2023, c'est quelque chose de notable, c'est quelque chose d'important. Donc il y a un bilan économique extrêmement intéressant au Sénégal, du président actuel, mais personne n'en parle, parce que malheureusement, ce serait éviter d'en faire tout simplement une mauvaise figure qui ne pense pas à son peuple. J'espère qu'on aura le temps de parler de cette image soudaine de dictateur qu'on prête au président Macky Sall, qui a toujours été vanté comme le plus grand des démocrates finalement en Afrique avec le pays sénégalais. Mais avant de vous perdre dans cette question, je voudrais que l'on aborde justement la position du Sénégal par rapport aux BRICS. On sait aujourd'hui que les pays Brésil, Russie, Inde, Chine et puis Afrique du Sud sont peut-être pas les maîtres du monde, mais ce sont les maîtres du monde, madame. Ils sont des acteurs dans cette multipolarisation. Non, ce sont les maîtres du monde. Vous savez, je vais vous dire, excusez-moi, j'ai l'impression de vous avoir coupé, mais excusez-moi. Les BRICS, ce sont les nouveaux maîtres du monde. D'accord. Maîtres du monde, ce n'est pas le bavardage. Maîtres du monde, c'est les statistiques. Oui. Ils ont 40% du PIB mondial. Il n'y a aucun autre groupe de pays qui en a autant. Ils ont 40% de la population mondiale. Aucun autre pays n'en a autant. Ils représentent 50% de la croissance mondiale. Aucun autre pays ne fait autant. Ils représentent 50 et 60% des capacités industrielles mondiales. Aucun autre groupe de pays n'en a autant. On peut se voiler la face, mais c'est la vérité. Et Macky Sall a commencé à être traité de dictateur lorsqu'il a permis que la ville de Saint-Louis devienne la capitale sous-régionale des BRICS en CDA, en Afrique de l'Ouest. Saint-Louis, c'est très important, c'est un symbole. C'est par là que les Français sont entrés au Sénégal en 1830. Et les Français ont bien l'intention de faire fêter 300 ans de présence à Saint-Louis en 2030. Sauf que Macky Sall arrive et il décide que ce sera la capitale des BRICS. Les BRICS représentent quoi? Un monde multipolaire, la souveraineté des États, l'indépendance des pays, l'autodétermination des peuples. Mais ça a été refusé au Sénégal. Le Sénégal ne connaît pas ça. Avec la France-Afrique, impossible. Vous avez donc un président qui a évolué et qui aujourd'hui dit: je vais dire aux Sénégalais, la ville par laquelle ils sont entrés, ce sera la ville par laquelle le monde multipolaire va entrer chez nous. Au dire aux Français? Non, lui, il ne parle pas aux Français, il parle aux Sénégalais. Okay. Il dit, les Français sont entrés par Saint-Louis. D'accord.
c'est le monde unipolaire, c'est le monde de la dictature, le monde de la prédation, c'est le monde de la colonisation. La multipolarisation entrera par là. Le monde multipolaire va entrer par là. Oui. C'est le monde de la souveraineté, c'est le monde de l'indépendance, c'est le monde de la liberté, c'est le monde du contrôle de nos ressources. C'est extrêmement important sur le plan géopolitique. Et donc, lorsque l'on vous dit que Macky Sall est un dictateur, c'est forcément qu'il n'est plus lié au camp occidental. Et comme il n'est plus lié au camp occidental et qu'il a des divergences très profondes avec les Occidentaux, eh bien, ils vont le traiter de dictateur. Chaque fois que vous les verrez traiter un président africain de dictateur, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il leur a refusé. Qu'est-ce que Macky Sall a refusé aux Occidentaux pour qu'ils le traitent de dictateur? Posez-vous toujours cette question-là. Il y a au moins une chose, quand un jour nous saurons ce qu'il leur a refusé, mais nous savons au moins une chose qu'il a faite et qui n'est pas en leur faveur, c'est d'accepter que le Sénégal soit désormais la capitale des BRICS en Afrique de l'Ouest, après la RCA qui abrite la capitale des BRICS en Afrique centrale. Et n'oubliez pas, c'est un compagnon de Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui est le représentant Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de ces BRICS-là. Nous sommes là dans un monde totalement différent de ce que le Sénégal a été depuis toujours. Et je crois que c'est difficile le discours que nous tenons pour certains, mais il faut imaginer clairement que ce monde-là est très différent. Vous avez quand même là un pays, j'ai entendu beaucoup de gens dire par exemple que le Sénégal, ce n'est que de l'immobilier, il n'y a rien du tout. Mais le Sénégal, c'est aussi la couverture maladie universelle. On paye 3500 pour être soigné toute l'année. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde où on paye 3500 francs CFA pour être soigné toute l'année. C'est quand même des bourses pour les familles les plus pauvres qui sont soutenues. Citez-moi beaucoup de pays en Afrique où on fait ce genre de choses. Mais tout cela, c'était ce que la plupart des gens n'ont pas compris. C'était des mesures transitoires pour que lorsqu'on arrivera, d'abord que les gens soient formés et que lorsqu'on arrivera au moment où on aura les ressources des hydrocarbures, eh bien que le pays puisse se soutenir de façon autonome et puisse économiquement se prévaloir d'être capable de satisfaire les besoins de tout le monde. Merci, Dr Yom Timba. On termine donc par cette question en 2 minutes où on parlait de ce rétropédalage où le président Macky Sall part de grand démocrate à grand dictateur. Vous avez abordé une partie tout à l'heure lorsqu'on parlait des BRICS, mais maintenant on parle sur le plan politique. Je pense qu'il est resté exactement l'homme qu'il a été sur ce plan. Il a évolué sur le plan de ses relations, des relations internationales. Il a toujours été le patron. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu son livre, qui a été publié il y a quand même quelques temps. J'ai eu la chance de lire son ouvrage. Et lorsque vous lisez son ouvrage, vous comprenez pourquoi il a ce parcours. En fait, son livre vous indique qu'il ne pouvait pas ne pas évoluer. Mais il fallait bien qu'il cache son jeu pendant qu'il était ministre, premier ministre, secrétaire, président de l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui qu'il est président, il peut se libérer et il peut définitivement sortir les cartes qui ont toujours été les siennes. À savoir ce à quoi il croit et cet amour, il dit que il a le Sénégal au cœur. Je crois qu'il a effectivement le Sénégal au cœur et je pense que chaque fois qu'un Africain aime son pays et aime son peuple, il est détesté par ceux qui ont colonisé l'Afrique. Chaque fois qu'un Africain aime son peuple et aime son pays, il est toujours traité de dictateur par ceux qui ont colonisé l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce sont eux qui doivent décréter qui est patriote, qui ne l'est pas. Qui est président en Afrique, qui ne l'est pas. Et je crois qu'aujourd'hui, si les gens qui ne veulent plus voir Macky Sall à la tête du Sénégal, je leur ferai une suggestion. Calmez-vous, ne brûlez pas votre pays parce que ce sont des ressources que vous devrez rembourser. Brûlez tout ce que vous voulez, mais si vous le brûlez, vous allez quand même rembourser ces dettes-là. Et vous allez travailler pour ça. Au lieu de travailler pour construire encore plus, vous allez travailler pour rembourser ce que vous avez brûlé. Donc vous n'aurez rien. Ne brûlez pas ça. Rentrez, convaincre le peuple le jour des élections en février de voter pour vous et de voter contre Macky Sall. Mais j'ai beaucoup de mal à voir les Sénégalais, particulièrement ceux des petites villes et des villages qui sont beaucoup plus nombreux. Dakar, c'est 3 millions d'habitants, il y a 17 millions de Sénégalais. Et Dakar, le Sénégal, c'est à peu près 9 millions d'électeurs. Dakar, il y en a à peine 1,2 million ou 1,5 million. Donc, il y a quand même un portefeuille électoral extrêmement important dans l'arrière-pays. Ne brûlez pas votre pays.
allez convaincre le peuple de vous élire et de ne pas élire Macky Sall. Parce que si vous pouvez le faire, alors il partira. Et il n'aura pas d'autre choix que de partir. Mais si vous voulez brûler votre pays en prétextant que c'est pour faire partir Macky Sall, ceux qui vous soutiennent vous trompent. Parce qu'eux, ils sont dans leur pays, ils ne brûlent pas. Ils se lèvent le matin, ils vont dans leur travail, ils mangent bien, ils restent, le soir, ils vont danser, ils boivent une bière ou du bon vin ou des jus de fruits ou du bon vin de palme ou de raffia. Eux, ils sont au calme, au chaud dans leur pays ou dans les pays d'accueil dans lesquels ils vivent. Mais vous brûlez votre pays. Pourquoi brûler votre pays? Vous n'avez plus besoin de Macky Sall à la tête du pays. Faites-le partir en 2024, en février 2024. Allez voter pour le champion de votre choix. Mais ce que je pense, compte tenu de ce qu'il a fait pour les Sénégalais, il y en a très peu qui ont envie de voir partir Macky Sall. Ça, je le pense. Et j'ai eu la chance de parler avec beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais se disent qu'on leur laisse la possibilité de choisir. Et ils vont choisir. Est-ce que Macky Sall doit partir? Ils en décideront. Ceux qui jettent de l'huile sur le feu en donnant le sentiment que la bonne chose pour le Sénégal aujourd'hui, c'est que le Sénégal brûle, je pense que ceux-là n'aiment pas le Sénégal et ceux-là ne sont pas de vrais Africains. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui et ce qu'il faudrait toujours faire, c'est de s'assurer que chaque fois qu'un président n'est plus accepté, que ceux qui ne le veulent plus à la tête du pays, qu'ils aillent convaincre le peuple de voter pour eux. Et comme ça, le président au pouvoir partira. Mais lorsque les ingérences étrangères ne veulent plus d'un président au pouvoir, il faut s'assurer, vous le peuple, et là je parle au peuple sénégalais, de vous assurer que vous ne laissez personne venir vous dire ce que vous devez faire chez vous, parce que vous ne dites jamais à personne ce qu'il doit faire chez lui. Merci, Dr Yam Timba. Les Sénégalais ont donc rendez-vous en février prochain pour prendre leurs décisions. Il ne faudrait pas détruire le pays et puis les acquis démocratiques, sans oublier les avancées économiques et infrastructurelles de ce côté-là. Ce fut un plaisir de partager avec vous lors de cet entretien sur la question du Sénégal. À très prochainement, Dr Yam Timba. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos plateformes Internet for You Media Africa. Merci à la partie technico-artistique. Au revoir Dakar.